Salut à vous, croque-lecteurs. Le dernier JT était des plus passionnants, comme tous, car nous travaillons dur pour votre plaisir. Mais je m'écarte du sujet. Nous avons donc tenté de refaire une émission d'encore meilleure qualité que la précédente. Et nous avons donc réuni 3 vétérans de croque-lecture, Louise, Antonin et Clara. En premier lieu, Louise nous présentera Badalona de Patrick Joquel pour un plat du jour alléchant. S'en suivra un second plat lui aussi exquis, le livre Le roman d'un homme mort d'Arthur Ténor. Enfin, Clara nous fera découvrir Eben ou les yeux de la nuit, le dernier titre d'Élise Fontenaille NDI. Bonjour Louise, pourrais-tu nous faire une brève présentation de Badalona ? Bonjour chers croque-lecteurs, nous nous retrouvons aujourd'hui pour vous parler du tout nouveau roman de Patrick Joquel. Il s'intitule donc Badalona. Il est publié aux éditions du Muscadier dans la collection Place du Marché. Peux-tu nous résumer ton livre ? La planète Terre a été complètement ravagée par les hommes et leur pollution. Il ne reste plus rien. La planète bleue a été entièrement nettoyée de ses habitants. Seules quelques espèces ont survécu. Parmi celles-ci, les animaux marins, qui coulent des jours paisibles. Mais un jour, alors qu'elle remonte respirer à la surface, Badalona, la baleine phosphorescente, voit un feu sur la plage. Pas un incendie de forêt, un feu avec des ombres qui dansent autour. Badalona pense directement aux hommes. Son vieil ennemi a réussi à survivre alors que des milliers d'espèces ont disparu. Elle plonge aussitôt pour chanter la nouvelle à ses congénères et qui se répand très vite dans toutes les mers du globe. Il ne lui reste plus qu'une chose à faire, attendre et observer. Près du feu, un aveugle ne dort pas. Il ne dort jamais. À ses côtés, un jeune homme roux dort. Il a été retrouvé alors qu'il descendait de la montagne par Cédros, l'aveugle. À l'arrivée du rouquin, les personnes de la tribu pensaient que c'était un esprit car il a la peau blanche alors qu'eux, ils ont la peau noire. Manos, le chef de la tribu, a dû emmener sa tribu droit vers le coucher du soleil pour éviter que tout le monde ne meure de faim et de soif. C'est pour cela qu'ils se sont installés sur cette plage. La responsabilité du jeune homme roux est de surveiller en permanence le feu. En effet, c'est lui qui l'a allumé pour la toute première fois devant la tribu. Le soir même, Cédros entend le fracas de la baleine retombant dans l'eau, puis plus tard et à intervalles irréguliers. Son souffle rauque est puissant. Badalona plonge profondément dans les eaux. Badalona se pose toutes sortes de questions sur les hommes qu'elle a vus près du feu. De toute façon, le conseil se réunira sous peu et ils débattront de toutes ces questions. Qu'as-tu pensé de ce roman qui m'a l'air particulièrement original ? En effet, Nathan, je dois vous le dire, j'ai vraiment adoré le nouveau roman de Patrick Joquel qui s'intitule Badalona, qui est très réussi. Tout d'abord, j'ai trouvé que la couverture du roman correspond tout à fait à l'histoire une fois lue. En effet, elle représente une photo d'un feu sur la plage. C'est ce feu qui fait débuter l'histoire, mais elle transmet aussi une part de mystère qui se trouve élucidée pendant notre lecture. Ainsi, on s'interroge sur ceux qui ont créé ce feu et sur leur intention. Ensuite, ce livre a un genre très particulier, la science-fiction. En effet, Patrick Joquel nous plonge dès le début dans une planète Terre où l'être humain semble avoir disparu. La morale de ce roman semble évidente. Voici ce qui nous arrivera si les hommes ne prennent pas rapidement conscience de l'importance de leur environnement et qu'ils continuent à la polluer. Le livre apporte une autre morale. Les hommes et les animaux peuvent cohabiter en paix et en harmonie pour le bien de tous. Enfin, j'ai énormément apprécié les 2 personnages principaux qui sont le rouquin, dont on apprendra plus tard dans le roman qu'il s'appelle Aran, et Badalona, la baleine phosphorescente. Ces 2 personnages sont très attachants car ils vont se lier d'une très forte amitié. Malgré les interdictions d'approcher les humains par le Conseil des animaux marins et les reproches de la tribu d'hommes, ils n'hésitent pas à les dépasser pour lier leurs 2 mondes. De plus, le rouquin tombe amoureux d'une fille de la tribu, Iwa. Cela ajoute un plus non négligeable à cette histoire. Pour aller plus loin, la narration alternée peut perdre les lecteurs, qui passent du monde des hommes avec leurs traditions et leur mode de vie à Badalona qui montre son point de vue et qui nous fait découvrir son monde. Les 2 histoires se croisent régulièrement pour s'achever en apothéose. Vous l'aurez compris, je vous recommande fortement ce roman de Patrick Joquel. C'est un véritable indispensable, il ne nous reste donc plus qu'une chose à faire, vous lancer dans cette fable environnementale. Alors Antonin, peux-tu nous mettre l'eau à la bouche avec une présentation de ton plat ? Aujourd'hui, je suis venu vous parler d'un livre écrit par un ancien instituteur et qui compte plus de 90 livres à son actif. Je parle d'Arthur Ténor et de son livre intitulé Le roman d'un homme mort. Ce livre, édité chez Scrinéo, m'a vraiment beaucoup plu, comme vous allez le voir dans ma chronique. Peut-on maintenant en obtenir un résumé ? Bien sûr, et c'est avec plaisir que je vais vous faire le résumé. Nous sommes en 1916, pendant la bataille de Verdun. Il est 6h27 du matin, et cette matinée est plus lugubre que les autres. Cachés derrière les armes lourdes censées repousser et déchiqueter les ennemis, une nouvelle attaque surprise se prépare, rendant leur nombre encore plus grand. Mais les hommes ne sont pas des lâches, et malgré la peur qui leur noue le ventre, ils sont quand même prêts à mourir pour la patrie.
Mais Gabriel Aimé, qui a menti sur son âge pour suivre son frère à la guerre, ne veut pas mourir à 17 ans. Ce n'est pas son jeune âge qui va empêcher le commandant de lancer l'assaut, et c'est ce qu'il fait. Durant la course vers la tranchée ennemie, il voit son ami mourir, suivi de son commandant et de ses camarades. Il les voit tomber un par un, mais il veut vivre, et il va se réfugier dans les ruines d'une église. Alors que Gabriel Aimé se trouve à l'abri, un obus 75 tombe à 2 pas de lui. Heureusement, l'engin n'explose pas. En voyant le bout de l'obus sortant d'un monticule de terre fumant, il recule et tombe dans un trou. Le jeune homme finit par craquer complètement, ne supportant plus. Il se met à hurler et à jurer devant Dieu qu'il vivra quoi qu'il arrive. Vivre. C'est sa seule pensée, vivre. Soudain, le temps s'immobilise, plus rien ne bouge. Puis, se croyant mort, une personne étrange vint à sa rencontre. Elle lui parle et lui propose une chose qui lui permettra de tenir sa promesse à tout jamais. Quel serait ton avis personnel sur ce roman? C'est avec un grand plaisir que je vais vous donner mon avis sur le roman d'un homme mort, écrit par Arthur Ténor, que j'ai vraiment aimé. D'abord, c'est un livre de science-fiction, car le héros est un homme mort. Il a donc une centaine d'années et a le corps d'un garçon de 17 ans. Il connaît donc bien le genre humain et sait comment se comporter pour séduire tout le monde, peu importe leur sexe. Il est donc constamment entouré d'amis qui en veulent tout aussi à son argent qu'à sa personnalité envoûtante. De plus, les lieux que l'on visite dans le livre ont réellement existé, comme la bataille de Verdun ou la ville de Paris. Utiliser des lieux qui sont réels permet au lecteur de mieux visualiser les scènes et de mieux comprendre le roman, ce qui le rend plus intéressant et qui nous donne envie de le finir. Mais nous voulons aussi savoir la suite, car c'est un roman policier. Il y a une histoire de meurtre qui tourne autour du héros, mais je vous laisse le suspense. Ensuite, le héros est très intéressant car il ne pense pas comme tout le monde. En effet, son état de non-mort l'oblige à se faire aimer des autres, mais avec l'interdiction d'aimer en retour. Il est donc obligé de se faire aimer pour vivre, car si personne ne l'aime ou s'il aime quelqu'un, il subirait une terrible sensation, comme de prendre un coup de couteau dans le cœur ou encore l'impression d'être noyé. S'il subit ce supplice trop longtemps, il deviendra fou et son instinct de survie prendra le dessus sur sa conscience. Mais grâce à son siècle de vie, il connaît tous les comportements à avoir pour se faire apprécier de ses camarades du lycée. Il reconnaît au premier coup d'œil les élèves susceptibles de lui être utiles ou ceux à éviter. Enfin, le roman, selon moi, compte quelques sujets philosophiques. En effet, la non-mort peut donner à réfléchir. La personne qui est dans cet état se nourrit de l'amour des autres. Il la reçoit comme pour combler un trou et il est incapable d'en produire. C'est assez paradoxal d'avoir un besoin vital que l'on ne peut pas produire. De plus, sa durée de vie, qui a été grandement agrandie par la non-mort, lui a permis d'étudier la nature humaine pour en tirer le meilleur profit. On découvre donc que la jalousie est présente chez des personnes auxquelles on ne pense pas forcément. Il nous ouvre enfin un point sur la non-mort elle-même, plus précisément sur la mythique faucheuse. Le livre la représente sans sexe, dans un repli dans le temps humain très mystérieux. Pour conclure, je dirais que le roman d'un homme mort, écrit par Arthur Ténor, est vraiment très bien écrit. Il présente de multiples facettes que j'ai toutes appréciées et que je vous conseille de découvrir sans plus attendre. Hello Clara, pourras-tu nous présenter Ébène ou Les yeux de la nuit? Bonjour à tous, aujourd'hui je vais m'intéresser au roman d'Élise Fontenaille, auteur que nous avons déjà chroniqué. Après les livres Les Trois Sœurs et le Dictateur et La Cité des Filles Choisies, elle nous dévoile un nouveau fait historique peu connu dans son nouveau titre Ébène ou Les Yeux de la Nuit, qui est publié aux éditions Durwerk dans la collection Dos à Dos. Quel est le sujet de ce livre? Sur la Grande Place, la statue du général allemand von Trotha surplombe la ville de Lüteritz en Namibie. De nombreux touristes allemands viennent ici pour le désert de Kalahari, pour les animaux, pour Shark Island. Après avoir visité Lüteritz, ils repartent avec la photo de ce général, mais ils ne savent pas qui est von Trotha. Pour les Namibiens noirs et les Hereros, cette statue leur rappelle de douloureux souvenirs. Le colonialisme et le génocide dont leurs ancêtres ont été victimes. Mais Ben Mahero, lui, n'a pas besoin de cette statue. Il n'a qu'à voir le reflet de ses yeux pour que le passé ressurgisse. Il est namibien et fait partie du peuple Herero. Il a la peau sombre et les yeux bleus. Quand il a appris pourquoi, il a essayé de se les arracher. Et Ben est orphelin. Mais il a un lourd héritage. Il est le descendant du chef des Hereros et de leur bourreau. La grand-mère de son père a été violée par von Trotha. Depuis, tous ses descendants ont les yeux bleus. Eben, c'est le diminutif d'Eben Zébé, qui signifie pierre de mémoire. Ce nom, il le porte bien. En 1904, son ethnie, les Hereros, se sont révoltés contre les colons allemands. Ceux-ci ne l'ont pas supporté et ils ont exterminé son peuple. Aujourd'hui encore, les Blancs de Namibie préfèrent taire le sujet. Mais Eben ne peut pas oublier et veut que le monde entier connaisse l'existence de ce génocide. Alors Eben écrit le passé de son peuple massacré pour se souvenir, pour comprendre et pour se révolter.
Le lendemain, le 26 août, sera un grand jour pour les descendants du peuple Herero. Ce sera la nuit rouge, l'occasion de se venger. Et qu'en as-tu pensé? T'a-t-il plu? J'ai adoré le roman Ébène ou Les yeux de la nuit. Ce roman est du genre historique et m'a fait connaître un fait dont je n'avais jamais entendu parler. Tout d'abord, le génocide du peuple Hereros est le premier génocide du XXe siècle. L'État allemand avait besoin de territoire, il s'est donc approprié la Namibie, faisant d'elle une colonie. Peu après, l'empereur Guillaume II a ordonné de tuer tous les Hereros, une extermination totale. Au total, l'armée allemande, commandée par le général von Trotha, fut responsable de plus de 100 000 morts, Herero et Nama compris. Poussés par la haine raciale, les soldats allemands massacraient le peuple Hereros, les hommes étaient lynchés, les femmes violées et les enfants battus. Les Hereros et les Noirs en général étaient considérés comme inférieurs et traités comme des animaux. Pour prouver leurs idées et justifier ce massacre, de nombreux scientifiques allemands, dont Eugen Fischer, sont venus en Namibie pour faire des expériences médicales. Les survivants ont été faits prisonniers dans des camps de concentration sur Shark Island et étudiés, ou bien réduits en esclavage et forcés à construire la ligne de chemin de fer. Avec ce génocide en Namibie, on découvre les bases du nazisme. Encore aujourd'hui, en Namibie, il y a toujours des injustices. En effet, les inégalités entre les Namibiens blancs et noirs sont toujours présentes malgré l'indépendance et la fin de l'apartheid. Le pays est toujours dirigé par les blancs, bien que le président soit noir. Les fermes prospèrent, les mines de diamants et la plupart des terres appartiennent aux blancs. Mais ce roman est aussi du genre tranche de vie, car il raconte comment Ébène vit après la découverte de ses origines. Ainsi, il est le descendant d'un assassin, von Trotha, le général qui a organisé ce génocide. Ses yeux bleus viennent de lui, la folie et la douleur aussi. Car à chaque fois qu'Ébène se voit, il voit von Trotha, son arrière-grand-père. J'ai trouvé Ébène, le héros de ce roman, très attachant. Bien qu'Ébène soit un adolescent, il est engagé et se bat contre les inégalités dans son pays et pour que ce génocide soit enfin connu. Ébène est révolté et prêt à tout pour défendre ses idées. Pour conclure, Ébène ou Les yeux de la nuit est un très bon roman que je conseille à tous ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce génocide. Et je pense que nous sommes nombreux dans ce cas. Élise Fontenaille permet que l'on n'oublie pas ce qui s'est passé en Namibie. Merci à elle pour ce devoir de mémoire essentiel. Et bien voilà, avec cette chronique, c'est un nouvel épisode de Croque Lecture qui s'achève. Un de plus! La semaine prochaine, pour le 15e numéro, nous vous proposerons un menu avec un plat du jour, un réchauffé et un sushi. Mais que demander de plus? Allez, à bientôt tout le monde! S'en suivra un second plat lui aussi. En premier lieu, Louise nous pourrait... Mais c'est pas vrai là. 1, 2, 3, 4, 5. Il sent-il... Ah mince. Je sais pas si je suis obligée à voir mince. Du jaune, homme, roux. Faut bien que je décompose mes mots. Oui. J'ai eu un bug. Je sais. Peux-tu me poser une question? C'est pas de ma faute. D'ailleurs, la première fois que j'ai lu le livre, je me suis dit « Ah, c'est comme ça que ça s'écrit » au beau milieu de ma lecture. Parce que ça ressemble à... En fait, ça ressemble à « Les chaussettes de l'archiduchesse sont attachées dans une sèche » et du coup, à chaque fois, je repense à ça. Le livre la représente sans sexe. Pardon. J'ai repensé tout à l'heure à l'avancement. J'étais... Attends, sans succès ou sans sexe? Non, sans sexe. C'est vraiment ça? Oui, on sait pas si c'est un garçon ou une fille. Alors du coup, j'ai repensé à toi.